Le président Vladimir Poutine a ordonné aux autorités russes de fournir tout le nécessaire aux soldats blessés en Ukraine pour s'adapter à la vie après la guerre. S'exprimant lors d'une réunion avec de hauts responsables de la défense à Moscou, Poutine a souligné que l'État porte ce qu'il a appelé une obligation absolue envers les militaires blessés. Le message était sans équivoque. La Russie doit prendre soin de ceux qui ont sacrifié leur corps dans ce que Moscou appelle son opération militaire spéciale. Une personne a combattu et a subi une blessure grave, a déclaré Poutine. Et bien sûr, l'État est obligé de fournir tout pour s'assurer qu'il se sente aussi utile que possible, non seulement dans son travail ou son service au ministère de la Défense, mais aussi en dehors du ministère. Les remarques soulignent le coût humain croissant de la campagne militaire russe en Ukraine, qui dure depuis près de 3 ans, et la reconnaissance du Kremlin que des centaines de milliers de soldats blessés auront besoin d'un soutien à long terme lorsqu'ils retourneront à la vie civile. Pour Poutine, le discours a servi plusieurs objectifs, démontrant la préoccupation pour les troupes, renforçant le récit selon lequel leur sacrifice est valorisé, et signalant aux recrues potentielles que la Russie prendra soin d'elles si elles sont blessées. Le timing était délibéré, livré alors que la Russie approche du 3e anniversaire de son opération militaire et que les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit s'intensifient. Poutine a clairement indiqué que le soutien aux soldats blessés ne peut pas se terminer avec le traitement médical. Il a souligné que le logement doit être adapté à leurs besoins et que l'accès au sport doit être garanti. Combien de temps faudra-t-il pour s'engager pleinement dans le sport et pour que sa situation de vie soit complètement adaptée à la condition dans laquelle il s'est retrouvé après sa blessure, a demandé rhétoriquement Poutine. Cela doit absolument être fait. L'accent mis sur le sport est notable. Poutine a longtemps promu la réussite athlétique comme symbole de la force et de la résilience russe. La Russie a investi dans des programmes de sport adaptés et promu les réalisations paralympiques comme preuve du caractère national. En veillant à ce que les anciens combattants blessés puissent participer à des sports, le Kremlin envoie un message que la blessure ne signifie pas la fin d'une vie active et significative. L'exigence d'adaptation du logement reconnaît une réalité pratique. De nombreux soldats blessés retourneront dans des maisons qui ne sont pas équipées pour les fauteuils roulants, les prothèses ou d'autres besoins d'accessibilité. Dans la Russie rurale, d'où proviennent de nombreux soldats, le parc de logement est souvent vieux et mal entretenu. L'adaptation de ces maisons nécessitera un investissement important dans les infrastructures, des salles de bain accessibles aux rampes et aux portes modifiées. L'engagement public de Poutine met la pression sur les autorités locales pour livrer. L'ampleur de la crise des victimes russes est stupéfiante. Les estimations occidentales suggèrent que les victimes russes, tuées et blessées combinées, ont peut-être atteint environ 1 million d'ici la mi-2025. Les chiffres exacts sont impossibles à vérifier. La Russie ne publie pas de chiffres de victimes, et les deux parties ont de fortes incitations à minimiser leurs propres pertes tout en exagérant celles de l'ennemi. Mais le volume considérable de soldats blessés nécessitant des soins exerce une pression sans précédent sur le système de santé et les services sociaux de la Russie. Pour mettre l'échelle en perspective, les victimes militaires russes en Ukraine peuvent déjà dépasser les pertes soviétiques totales pendant toute la guerre de 10 ans en Afghanistan, un conflit qui a contribué à la déstabilisation de l'État soviétique. Des rapports ont émergé de soldats blessés, renvoyés sur les lignes de front avant de se rétablir complètement, un signe des pressions de main-d'œuvre auxquelles font face les commandants russes. L'armée russe a eu du mal à maintenir les niveaux de troupes malgré l'offre d'incitation financière de plus en plus généreuse pour les nouvelles recrues. Pour les familles de soldats blessés, la situation est souvent terrible. Des rapports de paiement retardés, d'obstacles bureaucratiques et de soins médicaux inadéquats ont fait surface malgré les engagements publics du Kremlin. Poutine lui-même a reconnu des problèmes systémiques lors de sa conférence de presse de fin d'année, pointant vers une bureaucratie excessive et des échecs de coordination entre les services sociaux et le ministère de la Défense. Lors de la même réunion, le chef d'état-major général Valery Gerasimov a rapporté des gains territoriaux importants des forces russes. Selon Gerasimov, les troupes russes ont capturé plus de 700 km² et 32 localités rien qu'en décembre. Pour toute l'année 2025, Gerasimov a affirmé que les forces russes ont saisi 6140 km² et 334 localités. L'armée russe avance avec confiance, tandis que les forces ukrainiennes battent en retraite le long de toute la ligne de front, a déclaré Gerasimov à Poutine et aux commandants militaires assemblés. La réunion a été chorégraphiée pour un effet maximum. Poutine était assis à la tête d'une longue table avec Gerasimov et d'autres commandants disposés devant lui. Des cartes affichées sur des écrans montraient les avancées russes sur plusieurs fronts. Le message visuel était clair. La Russie gagne, son armée est compétente et son leadership est aux commandes.
Les chiffres, s'ils sont exacts, représenteraient une accélération significative du taux d'avance de la Russie. Les gains revendiqués de décembre seraient le rythme le plus rapide d'acquisition territoriale depuis les premiers mois de la guerre. Cependant, ces affirmations doivent être traitées avec prudence. Le Kremlin a un historique d'exagération des succès sur le champ de bataille. L'Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé à Washington qui suit de près le conflit, a contesté les revendications territoriales de la Russie. Selon l'analyse de l'ISW, les forces russes ont saisi environ 4700 km² en 2025, nettement moins que les 140 km² revendiqués par Gerasimov. L'ISW a noté que même la revendication plus exagérée de la Russie ne représente qu'une zone légèrement plus grande que l'État du Delaware, ou seulement 1,04% de la superficie totale de l'Ukraine. Le groupe de réflexion a soutenu que les affirmations de Gerasimov démontrent en réalité le rythme lent des avancées russes et sapent l'effort de guerre cognitive en cours du Kremlin pour présenter une victoire russe sur le champ de bataille en Ukraine, et l'effondrement des défenses ukrainiennes comme inévitable. Poutine a également fait des affirmations spécifiques sur la capture de villes comme Sievierodonetsk et des portions de Liman et Kostiantynivka. L'ISW a contesté la plupart de ces affirmations, notant que les preuves satellitaires et visuelles open source contredisent les déclarations de Poutine. Même les blogueurs militaires pro-russes ont remis en question certaines des revendications territoriales les plus expansives du Kremlin. Pour l'avenir, Poutine a ordonné aux forces russes de poursuivre les efforts pour prendre le contrôle total de la région de Zaporijia dans le sud de l'Ukraine. Il est nécessaire de continuer l'opération pour prendre le contrôle de la ville de Zaporijia, a déclaré Poutine à ses généraux lors de la réunion. La ville de Zaporijia, qui reste sous contrôle ukrainien, abrite la plus grande centrale nucléaire d'Europe, actuellement occupée par les forces russes depuis les premiers jours de l'invasion. Prendre la ville elle-même serait une victoire stratégique et symbolique importante pour Moscou. La centrale nucléaire a été une source de préoccupation internationale tout au long du conflit. Les deux camps se sont accusés mutuellement de bombarder l'installation, suscitant des craintes d'un accident nucléaire potentiel. Le contrôle russe à la fois de la centrale et de la ville éliminerait ce point de tension, bien qu'il donnerait également à Moscou le contrôle d'une source importante d'énergie électrique. Gerasimov a rapporté que les forces russes avancent vers Zaporijia et se battent pour la ville d'Orikiv. Il a affirmé que les troupes russes se trouvent maintenant à 15 km de la capitale régionale. Pour l'Ukraine, défendre Zaporijia est critique. La ville est un centre industriel majeur et contrôle l'accès au fleuve Dniepr. Sa chute représenterait l'une des pertes ukrainiennes les plus importantes depuis les premiers mois de la guerre. Dans la région de Kharkiv, les commandants russes ont revendiqué des progrès dans leur effort de longue date pour capturer Kupiansk. Le commandant des forces du groupement Ouest, le général de corps d'armée Sergueï Kouzovlev, a rapporté à Poutine que les forces russes compléteront l'encerclement des troupes ukrainiennes à Kupiansk en janvier-février 2026. Le calendrier est notable. Les responsables russes affirment depuis des mois une victoire imminente à Kupiansk. Le fait que l'encerclement soit maintenant projeté pour début 2026 suggère que l'opération progresse plus lentement que prévu par les commandants. Le discours de Poutine sur les soldats blessés est intervenu dans le contexte d'une attaque présumée de drones sur sa résidence dans la région de Novgorod. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a allégué que l'Ukraine a lancé 91 drones ciblant la résidence de Poutine à Valdaï pendant la nuit. La Russie affirme que tous les drones ont été interceptés sans dommages ni victimes. La résidence de Valdaï est utilisée par les dirigeants russes depuis des décennies. Située sur un lac dans la région de Novgorod, elle sert de retraite pour des réunions de haut niveau et des rencontres diplomatiques. Si des drones ukrainiens ont effectivement atteint les environs d'un endroit aussi sensible, cela représenterait une réalisation significative en matière de renseignement et d'opération. L'Ukraine a immédiatement nié l'accusation. Le président Zelensky a qualifié l'affirmation de la Russie de fabrication complète, conçue pour justifier de futures frappes contre l'Ukraine et saper les pourparlers de paix. Aucune preuve indépendante n'a corroboré les affirmations de la Russie. Des résidents de Valdaï ont dit à des journalistes indépendants qu'ils n'avaient entendu aucune explosion ou activité de drone pendant la nuit. Le timing de l'attaque présumée, survenant juste après que Zelensky a rencontré le président Trump en Floride, a conduit certains analystes à suggérer que la Russie a peut-être fabriqué ou exagéré l'incident pour tester la réaction de Trump ou créer un prétexte pour l'escalade. Le président Donald Trump a confirmé avoir appris l'attaque présumée de Poutine lors d'un appel téléphonique. Le président Poutine m'en a parlé tôt le matin, a déclaré Trump. Il a dit qu'il avait été attaqué, ce n'est pas bon. La réaction de Trump était notamment sympathique à Poutine.
J'étais très en colère à ce sujet, a déclaré le président américain. Ce n'est pas le bon moment pour attaquer sa maison. Les responsables russes ont répondu à l'attaque présumée de drones avec des menaces dures contre le leadership ukrainien. L'ancien président Dmitry Medvedev a accusé Zelensky d'essayer de faire dérailler le règlement du conflit. Les menaces représentent une escalade dans la rhétorique russe contre le leadership ukrainien. Cette séquence soulève une question centrale. S'agit-il d'un véritable tournant humanitaire dans la guerre ou d'un message politique soigneusement calibré à l'approche de nouvelles escalades? Dites-nous en commentaire comment vous interprétez les déclarations de Poutine et ce qu'elles révèlent, selon vous, de la suite du conflit. Si cette analyse vous a aidé à y voir plus clair, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer.